Stanley 25, épisode 2. Je sais jamais comment commencer un épisode, mais aujourd'hui, je suis vraiment déstabilisé par mon invité, Justin Kingsley, pour deux raisons. D'abord, c'est vraiment rare que je vois quelqu'un habillé plus en Canadien que moi. Fait que t'as la casquette brandée JK en arrière, t'as ton chandail de rugby des Canadiens avec la patch Jean Bilvaux. Puis, en plus, il y a 2 secondes, juste avant qu'on commence à enregistrer, Justin, il y a un appel, il est comme « Ah, 2 secondes, c'est Georges. Georges Saint-Pierre, il appelle Justin, il se book un meeting. Puis en plus, Justin, il est tellement fin, il fait un pitch à Georges, puis il dit « Ah, faudrait vraiment que tu ailles au podcast de Jean Trudel, c'est un excellent podcast de sport. » Gros merci pour tout ça, Justin. Ça me fait plaisir, bro. Ça me fait plaisir. Je suis un fan. Je suis un partisan de Jean Trudel et de Stanley 25. Fait que voilà. That's it. Avant de commencer, parce que j'ai 1001 questions, je dois adresser certaines situations. J'ai peut-être reçu 20, 30, 50 messages sur ce qui se passe avec les sénateurs d'Ottawa. Ceux qui n'étaient pas au courant, là, grosso modo, là, le gardien de but, Linus Ullmark, il s'est mis un peu les pieds d'un plat selon certaines rumeurs Internet. Comme quoi qu'il n'aurait pas été très, très fin avec sa blonde pendant les voyages sur la route. Puis il s'est fait pogner par sa blonde. Puis sa blonde, elle a appris ça. Puis elle a dit ça à toutes les blondes de tous les autres joueurs des sénateurs. La chicane a pogné. Gros drama. Supposément, quand ça s'est sorti jeudi soir, rapidement, les sénateurs d'Ottawa ont fait des déclarations officielles pour démentir tout ça d'une manière assez intense. J'ai jamais vu le Canadien de Montréal dire... Les trolls sur Internet racontent des gros mensonges. Fait que ça, c'est la situation des sénateurs. Tout le monde qui me demande mon opinion là-dessus ou si j'ai des infos là-dessus. Je ne connais pas les blondes des joueurs des sénateurs d'Ottawa. Je ne connais personne dans l'organisation des sénateurs d'Ottawa. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une couple d'années, j'étais au draft de la NHL à Philadelphie, puis je parlais avec des boys. Puis là, des boys, là, juste pour être certain, là, pour pas inquiéter les blondes de ma gang d'amis actuels, là, c'est des gens des États-Unis que personne ne connaît, OK? Fait que capotez pas avec cette histoire-là. Mais j'ai déjà entendu une histoire de bachelor party, que dans un bachelor, les gars, ils avaient commandé des professionnels, puis les gars se sont gâtés, puis 2 semaines plus tard, un des gars du bachelor, dans un party, il a craqué, il a tout avoué à sa blonde, puis quand il a tout avoué à sa blonde est allée raconter ça à toutes les blondes des autres boys, puis ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de chicanes. Évidemment, malheureusement, ce gars-là n'est plus ami avec cette gang de boys-là. Fait que mon point là-dessus sur l'histoire des sénateurs d'Ottawa, c'est que j'ai déjà entendu une histoire similaire, quasi pareille, il y a une dizaine d'années. Fait que est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut pas? Ça, je sais pas, mais je peux vous dire que ce genre d'histoire-là, ça arrive. C'est digne d'un scénario de Régent Tremblay dans Lancer compte. Deuxième chose que j'ai à dire par rapport à la réaction des sénateurs d'Ottawa, c'est que moi, il y a peut-être une dizaine d'années, j'avais décidé de partir un blog à Toronto qui s'appelait Blue Toro. Puis c'était un équivalent de 25 Stanley à Toronto qui couvrait les Leafs, les Jays, les Raptors, toutes les équipes à Toronto. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui m'avait écrit via 25 Stanley qui me donnait des infos. Il m'avait raconté une histoire sur Brian Burke, comme quoi Brian Burke allait se faire congédier des Maple Leafs de Toronto pour une histoire extra-conjugale. L'histoire était tellement grosse et un peu dangereuse de me mettre les pieds d'un plat que j'avais décidé de ne pas la sortir sur 25 Stanley parce que j'avais trouvé que c'était l'opportunité incroyable de faire connaître Blue Toro. À l'époque, Blue Toro, là, ça faisait peut-être 1 mois que ça roulait, j'avais pas de followers. J'ai sorti l'histoire sur Blue Toro, sur Twitter, d'un compte Twitter que j'avais peut-être 200 followers, et l'histoire a explosé instantanément au point que le soir, à 5 p.m., il y avait Pierre Lebrun, Darren Dreger puis Bob McKenzie qui démentaient les rumeurs à SportsCenter. Puis ça m'avait vraiment surpris parce que je me disais, comment ça, toutes mes grosses histoires sur 25 Stanley ne sont pas reprises par les médias traditionnels? Mais là, mon blog, Fuck All, à Toronto, soudainement, il est cité dans le Toronto Sun puis il est cité à TSN. Malheureusement, pendant la nuit, j'avais reçu une mise en demeure de la firme d'avocats Enon Blakey à Vancouver qui voulait me poursuivre mon blog Blue Toro. Heureusement, ils n'ont jamais catché que Blue Toro, c'était aussi derrière 25 Stanley. Donc, ce que j'avais fait pour m'éviter des problèmes, c'est que j'avais écrit un article d'excuses sur mon blog qui était lu par 12 personnes. J'avais rétracté l'article, puis j'avais été correct
pas trop dans le trouble, une couple de frais de consultation, d'honoraires d'avocat, puis that's it. Mais tout ça pour dire que au final, 6 mois plus tard, l'histoire que j'avais sortie sur Brian Burke s'est révélée vraie. Donc, moi, quand je regarde une réaction des sénateurs qui est aussi intense puis aussi agressive, moi, j'ai pas le choix de dire que pour la situation avec les sénateurs d'Ottawa, il n'y a jamais de fumée sans feu. Jamais de fumée sans feu. Ceci étant dit, autre affaire, j'avais fait un concours Patreon, les Puck Junkies. Merci tellement de financer et de supporter ce projet-là. J'ai fait un programme pour un abonnement annuel. Donc, ceux qui sont abonnés à l'abonnement annuel, il y avait une personne qui allait aller voir une game avec moi, Montréal contre Vegas, le 27 janvier. Fait que le gagnant, c'est Yoann Cyr Labelle. Mon boy, gros merci de t'être abonné annuellement au Patreon. On s'en va voir une game d'hockey. Puis aussi, dernière chose, là, sur mon compte Instagram InstaHabs, à chaque fois que je vais au Centre Bell, je fais un bet sur Mise au jeu plus que Cole Caulfield va scorer. Puis à chaque fois que je fais un bet que Cole Caulfield va scorer au Centre Bell, il ne score pas. Fait que tout ça pour vous dire que prochaine fois, vous me voyez faire un bet sur Mise au jeu plus en vous disant de Cole Caulfield va scorer ce soir, faites le contraire de ce que je dis. C'était mon introduction. Maintenant, je dédie toute mon attention et 100% mon attention à Justin Kingsley, celui qui a mis sur la map le Canadien de Montréal, l'histoire de vestiaire, les coulisses, le hors-glace avec la première édition de 24CH en 2013, avec une année, là, quand je regarde la liste de joueurs qui étaient là, P.K. Subban, Ryan White, Brandon Prost, Alex Galchenyuk, Michel Therrien, Marc Bergevin. Gros line-up. Comment tu t'es ramassé à réaliser ce projet-là? Ben, deux affaires. Un, pour être spécifique, il y avait une émission à RDS qui s'appelait 24CH, qui était d'1 heure. Mais elle était produite différemment. Fait que je pense que la première édition dont tu parles, c'était eux qui l'avaient faite. OK? Mais quand Kevin Gilmore est rentré, on a décidé, on a vu qu'il y avait une opportunité de le faire un peu différemment. Fait que nous, on l'a fait à notre façon. On a raccourci ça à une demi-heure. Puis l'approche d'RDS était très RDS. Ouais. Je critique pas ça, mais c'était des caméras dans le vestiaire. Puis qu'est-ce que tu penses du match de ce soir? Fait que c'était très axé sur ce qui se passait sur la glace quand même. Fait que nous, on a complètement transformé ce show-là l'année d'après. Mais puis il y a des nuances là-dedans qu'on va discuter tantôt, là. Mais moi, mon association avec le Canadien, je pensais à ça en m'en venant ici, a commencé dans les années 90. A commencé en 1994-95. J'étais étudiant à l'école de journalisme de l'Université Concordia. Et puis, je faisais de la pige pour le Montreal Gazette. Jack Romanelli me donnait beaucoup de travail à écrire pour la Gazette. Je couvrais les Roadrunners. Oh my God! Je couvrais les Roadrunners, l'équipe de hockey patin-roulette professionnelle qui était coachée par Yvan Cournoyer, le Roadrunner. Ouais. Et puis, tu sais, c'était très comique. Je couvrais un club de soccer local qui s'appelait l'Impact. Je couvrais du sport amateur, plein de choses. Et puis, un jour, je reçois un appel. J'oublierai jamais. J'habitais sur la rue Lincoln, 1849 Lincoln, appartement 11. J'étais à 3 coins de rue du Forum. Parenthèse, les fans de l'Impact ou du CF, là, Justin n'habite plus là. Fait qu'elle n'allait pas lancer des œufs là. Pas envie que sur Reddit, le monde disait « Hey, Justin Kingsley, il habite là. » Non, ça fait long. J'étais à l'université dans les années 90, fait que ça fait un bout de temps. Et puis le téléphone a sonné, puis c'était... j'oublierai jamais, jamais, jamais. Je suis littéralement tombé en bas de ma chaise. Hi, Justin, it's Bill Beacon from the Canadian Press, and I need some help covering the Montreal Canadiens, and your name was given to me by the Gazette. Et puis, fait que c'est ça, c'était dans les années 90, j'ai commencé à couvrir le Canadien. J'étais journaliste pour la presse canadienne dans ce temps-là, pigiste. Oh oui. Fait que j'étais à temps plein aux études, puis je travaillais quasiment à temps plein pour la Gazette puis Canadian Press comme stringer. On appelait ça stringer dans le temps, un pigiste qui couvrait le sport professionnel. Et puis là, en bon français, fast forward à 2012-2013, j'étais associé chez Sidley et une agence de pub montréalaise qui était cotée là, à l'international, qui avait des beaux succès. Je faisais beaucoup de travail dans le sport. Je suis allé prononcer une conférence chez Google. Et puis, en descendant du stage, il y a un gars qui vient me voir dans un habit sharp. Puis, je ne savais pas c'était qui. Puis, il dit « Hey, Justin, I think it's about time we met. My name's Kevin Gilmore, and I'm running the Montreal Canadiens. »
Oh. Et puis, c'est une histoire assez drôle parce que avant Kevin prenne le rôle essentiellement le président du Canadien de Montréal ou le Chief Operating Officer, là, c'est lui qui était en charge du club. L'administration précédente payait les agences de pub en billets. Hein? Puis moi, je le savais. Fait que tu avais le mandat du Canadien, tu avais le compte du Canadien, puis tu le faisais en échange. Il y avait un échange de billets. Puis moi, ça va être surprenant pour les fans qui nous écoutent. Mais pas de chèque signé, là? Je pense pas, non. J'ai une certaine arrogance plutôt naturelle, selon ce qu'on me dit. Puis j'ai regardé Kevin, j'ai dit, well, that's great, Kevin. J'ai dit, I don't work for tickets, and it's not something I'm really interested. J'ai dit ça, là, bang, d'en face. Puis il a dit, I heard about that. Puis il a dit, no, I'm planning to do things. Je vais faire les choses différemment. Puis je pense qu'on devrait se parler. Et puis c'est là que je suis rentré. Puis c'est drôle, hein, je pensais à quitter Sidley. Mon épouse était enceinte. Les choses n'allaient pas bien pour moi sur le plan émotif chez Sidley. Je vivais des moments très difficiles dans ma vie émotive personnelle. Et puis Kevin m'a dit, moi, je suis prêt à te donner un mandat pour ça par mois. Et puis j'ai fait les mathématiques, puis ça payait mon hypothèque et la bouffe. Et puis j'ai décidé de faire le saut. Et donc, mon premier client, quand je suis parti à la pige, c'est devenu le Canadien de Montréal. Wow. J'ai été nommé officiellement le directeur de création du Canadien de Montréal. Puis je porte le linge aujourd'hui parce qu'une des choses sur laquelle j'ai insisté dans mon contrat avec Kevin, c'était 2 jerseys professionnels, officiels, avec la fight strap puis tout. Une qui était le numéro 9 avec Kingsley, que j'ai offerte à mon père, Jean-Pierre, qui est celui qui m'a introduit au Canadien de Montréal, puis à l'épopée et l'histoire de Maurice Richard, qui est devenu mon héros. Puis une avec le numéro 7 pour moi, avec le A. Lui, c'était le C. Je les ai encore. Et puis mon fils, en tout cas, c'est toute une histoire, là, mais j'ai insisté dans mon contrat. J'étais le premier à faire ça. Et puis c'est là que ça a commencé. Et puis, parce que ce qu'on a constaté, Kevin et moi, puis surtout, c'est que c'est le leadership de Kevin qui est important là-dedans, tout ça, c'est qu'il y avait eu des campagnes de communication avant nous, puis il y avait eu des belles choses de faites hors glace par le Canadien de Montréal, mais il n'y avait pas de culture du Canadien de Montréal. Fait que ce que Kevin voulait construire, bâtir à l'interne, c'est quoi la culture de ce club-là? Et aller au-delà de ce qui se passait sur la glace, parce que depuis 1993, on le savait très bien, il n'y a pas eu de succès sur la glace. Oui, des années de misère. Oui. Des années de vraie misère. Et puis ça m'a beaucoup attiré parce que j'ai vu ça comme étant la chance de brander, être le premier à vraiment définir la marque du Canadien de Montréal, cette culture-là. Parce que c'est justement dans l'administration précédente, il y avait un autre moyen de faire. Alors, je suis embarqué là-dedans. Puis une des choses qu'on a regardées, c'était le produit de 24CH. Et puis l'idée était brillante, mais l'exécution laissait à désirer selon les résultats. Fait on s'est approprié le show, on a rentré ça à l'interne. Kevin est allé chercher Attraction Média. Et puis la première saison, c'était Stéphane Laporte, qui était le writer principal. Ah ouais? Puis moi, je faisais une adaptation en anglais et j'étais à la fois chez le Canadien de Montréal et attitré au show en tant que producteur au contenu, donc un des writers. Mais c'était mené, la première plume, c'était Stéphane Laporte. Je pense qu'après une saison, ils sont venus me voir puis ils ont dit « Justin, c'est toi qui devrais écrire puis mener ce show-là. » Alors là, les 3 prochaines saisons, c'était moi avec Olivier Languedoc, qui était genre le réal, mais sur la route aussi avec l'équipe. Et puis, ce que j'ai souvent dit, c'est que peut-être le gars le plus important dans ce show-là, plus important qu'Olivier, plus important que moi, c'est un gars qui s'appelle Raphaël Denomé, Raph. C'est le gars qui tenait la caméra. Parce que tous les joueurs le connaissaient, tous les joueurs l'appréciaient. Puis lui, il était un peu passe-partout. C'est un gars qui comprenait que... Tu sais, quand tu fais un show comme ça, un show de télé-réalité, ce que les gens oublient, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du sport professionnel qu'une équipe comme le Canadien, de ce niveau-là, a à l'interne des caméras qui suivent les joueurs tout au long d'une saison. Ouais. Il y avait eu des shows, tu sais, 4 semaines, des petits shows in and out, mais c'était la toute première fois qu'on faisait ça. Puis là, je vais dire, on avait dans la chambre des joueurs... J'ai juste une petite parenthèse. Ça, c'est la réalité de produire un show. J'ai l'impression que le micro, il est en train de tomber. On va juste prendre... Désolé de cette petite interruption. Pas de problème. C'est correct de même, Raoul?
Merci, Plus Raoul. haut, un peu plus haut. Raoul, un petit peu plus haut. Raoul au son, merci, Raoul. On est en business. Et puis... Désolé pour cette petite interruption. On va dire que cette interruption était une présentation de Mise au jeu plus, l'application de paris sportif, la seule application de paris sportif légale au Québec. Puis, ouais, ça, Mise au jeu plus offre les meilleurs odds pour le Canadien de Montréal. Bon. Let's go, continue, Justin. Ben oui, fait que c'est ça, on a bâti une équipe et avec Attraction, avec Raphaël à l'intérieur, avec la caméra, Olivier Landoc, puis moi-même, puis il y a toute une équipe de gens derrière ça, là. Mais c'est ça. Fait que la première saison pour nous, c'était magnifique parce qu'il y avait tous les joueurs dont tu parlais. On avait des caméras robotiques dans la chambre des joueurs. On avait des microphones au banc, une caméra dans le bureau du coach. Fait qu'on suivait vraiment l'équipe. On avait toute une équipe de production qui suivait ça. Puis notre objectif, c'était vraiment de permettre aux fans de connaître les joueurs d'une autre façon. Et puis, j'oublierai jamais, pendant la première saison, il y a un journaliste, je ne vais pas dire son nom, d'un des quotidiens, qui me voit sur la passerelle, puis il dit, « Tu sais, ton show, Justin, c'est juste du popcorn. » Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, « Oui, c'est du popcorn. » J'ai dit, « Faites à la maison, avec du vrai beurre. » Puis à chaque semaine, il y a entre 500 000 à 1 million de gens qui mangent mon popcorn. J'ai dit, « Toi, ta chronique ce matin dans ton journal, combien de gens vont la lire? » Puis c'est drôle, il n'a rien dit. Puis il s'est tourné. Il ne m'a pas reparlé souvent, ce journaliste-là. Mais notre objectif, c'était vraiment ça. C'était de créer un rapprochement entre le vrai partisan et les joueurs. Hey, là, je veux que tu m'aides à démystifier une rumeur. Là, je l'ai entendu mille et une fois que Michel Therrien, il fumait des smokes dans son vestiaire. C'est vrai, ça? Est-ce que Michel Therrien, quand c'est le temps de shooter... Pas. Moi, j'ai jamais vu ça dans le vestiaire. D'ailleurs, moi... Ou dans son bureau? J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? J'ai pas vu ça. Moi, je savais qu'il y avait un spot au Centre Bell où Michel allait alors, le stationnement des joueurs puis du staff, il y a un escalier qui monte pour aller vers le vestiaire. Puis il y avait son petit spot où... Moi, je pense qu'il aimait ça, aller se cacher pour prendre sa cigarette, coach Therrien. Fait que moi, si moi je le cherchais, j'allais voir si j'avais besoin de lui parler de quoi que ce soit, qui n'était pas souvent, c'était là que j'allais voir pour lui. Mais justement... notre caméraman, Raph, lui, je pense qu'il prenait une clope de temps en temps. Puis c'est peut-être comme ça qu'il y avait un bon lien avec Coach Therrien. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Mais je vais te dire, un peu comme l'entrée de ton show, ça, c'est le genre de potin, moi, qui m'a jamais très, très intéressé, très, très honnêtement. Mais les gens, ils aiment ça, par contre. Ça, c'est du bon popcorn. Là, il y a des gens qui aiment ça, mais c'est pas du popcorn fait avec du vrai beurre. Puis il n'est pas fait à la maison. C'est une autre sorte de popcorn qui... moi, j'étais plus intéressé, encore une fois, par la relation entre le vrai partisan et le joueur. Ouais. Mais ouais, vas-y. Fait que ça a été quoi ta meilleure storyline que tu as suivie pendant ton expérience? Ben, regarde, on en a eu d'énormes, là, mais celle qui est la plus émotive, je la porte sur mon chandail. C'est, on produisait l'émission quand M. Béliveau nous a quittés. Et... je veux dire, c'était 2 semaines incroyables parce qu'il y a eu la chapelle ardente au Centre Bell. Il y avait toute la famille de M. Béliveau qui était là. Moi, j'avais eu la chance de connaître M. Béliveau avant ça. J'ai eu la chance de connaître 2 de mes idoles, M. Richard, Maurice Richard, puis M. Béliveau. Et non, j'oublierai jamais cette semaine-là. Je me souviens, il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête, il y avait des éclairs. C'est une tempête en hiver, mais il y avait eu des éclairs. Le ciel s'était ouvert. C'était très émotif, ces 2 semaines-là. Alors, c'est celle-là qui est la plus importante, la plus douce. Il y a eu celle-là. C'est drôle. L'autre, c'est un petit garçon. Après les matchs, la première étoile du match, souvent, elle lançait des rondelles au-dessus de la baie vitrée au Centre Bell. Et puis, on s'était organisé, qu'on s'était dit, aujourd'hui, ça va être Carey Price. Puis on va essayer de voir si on ne peut pas suivre une des personnes qui va recevoir la rondelle. Puis Carey avait vu un petit garçon, il devait avoir 5-6 ans. Et puis il a lancé la rondelle. Le petit garçon était là avec ses parents, son père, quelque chose de même. Et puis le petit garçon l'a reçu, puis il y avait un beau petit garçon, là. Et puis on a demandé à ses parents, tu sais, live, est-ce qu'on peut vous suivre? Puis ils ont dit oui. Puis ça a été... du point de vue d'une production, d'un genre de télé-réalité, un documentaire réalité, là, incroyable. On est allé voir
ce petit garçon-là, on l'a suivi jusque chez lui, métro, tout ça, dans sa chambre. Puis je veux dire, tu rentres dans sa chambre, c'était comme nos chambres, là. C'était une chambre du Canadien de Montréal, un vrai partisan. Fait que ça, ces deux shows-là, je dirais, ont été les deux faits saillants. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils sont tous encore sur YouTube, en français et en anglais, parce qu'on produisait ça, une émission par semaine, pendant 26 semaines de la saison, quelque chose de 26-28 semaines de la saison. Et puis, fait que ça, moi, j'écrivais en anglais. Après ça, on traduisait en français ou vice-versa. Mais les 3 dernières saisons, c'était en anglais. Après ça, en français, c'est ça. Et puis, une par semaine, une demi-heure. Puis Bell, je pense qu'il y avait une émission, elle pouvait aller jusqu'à 1 heure pour les gens qui étaient avec Bell Fibe. Et puis, on produisait ça, là, bang, bang, bang. Non, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment le premier show de ce genre-là. Fait qu'on en voit plein d'autres qui sont venus essayer de nous imiter par la suite. D'ailleurs, Boston a envoyé leur équipe de tournage pour nous poser est-ce que ça vous dérangerait si on vous pose des questions sur comment vous faites votre show? Edmonton, tous sauf Toronto. Parce que Toronto, ils n'ont pas besoin de l'aide de personne. Non, je sais. Ils n'ont pas besoin d'aide pour le gagner, en tout cas. Puis votre fenêtre, elle ne ferme pas à Toronto. Inquiétez-vous pas. Tout va super bien. Mais oui, fait que non, ça, je dirais que c'est les 2 tops de 24 CH pour moi, parce que ça montrait encore les liens tissés le plus étroitement avec le vrai monde, peuple québécois qui appuie le Canadien de Montréal. Ouais. Toi, tu le sais que la relation entre les joueurs, puis le partisan, puis l'équipe est vraiment importante. Récemment, j'ai vu une couple de podcasts de certains joueurs de hockey, des fois un peu ridiculiser les partisans. On va dire, il y a un des podcasts les plus populaires au monde, dans le monde du hockey, c'est Spinning Chicklets avec Ryan Whitney, que lui, il rit des adultes qui portent des jerseys signés. Fait que lui, il dit, là, si t'es un adulte, genre moi, là, que j'ai 40 ans, puis je porte mon jersey de Patrick Roy, lui, il trouve que je suis nono. Ou même, il y a un joueur québécois des Penguins de Pittsburgh que j'aime beaucoup, qui a peut-être fait une gaffe. Il y a une couple de semaines qu'il a dit les partisans qui disent qu'ils parlent au nous ou au on par rapport à leur équipe, ils trouvent que ça n'a pas rapport. Tu sais, si moi je dis hier on a gagné, moi je me sens inclus dans l'équipe. Puis c'est qui donc? Je pense qu'il y a aussi genre un des frères Kachuk qui a dit que genre les femmes, les filles qui appellent les joueurs par leur surnom, c'était aussi genre cringe. Fait que quand je vois ça, des fois je me dis OK, dans le fond, le joueur est complètement déconnecté du partisan. À ton avis, à quel point les joueurs, ils sont connectés à la réalité des partisans ou sont complètement déconnectés, puis pour eux, c'est juste jouer au hockey puis collecter le chèque de paye? Je connais Spitting Chicklets ou whatever, puis la personne qui dit ça à propos d'un partisan qui porte un maillot signé ou whatever, ça veut tout simplement dire qu'il a perdu son âme de hockey, il a oublié d'où il vient. C'est un hypocrite. C'est de l'hypocrisie énorme parce qu'il vit grâce à ces partisans-là. Okay? Et ce sport-là vit grâce à ces partisans-là. Et puis nous, on l'a prouvé parce que grâce à ces partisans-là, on a développé un following international de notre équipe. Okay? Et puis, j'ai le data pour le prouver. Là. On a doublé les profits des revenus qu'on faisait de jersey comme ça et de tout ça. Alors, si toi, ce que tu as besoin de faire, c'est ridiculiser les gens qui font ça. Ça veut juste dire que tu es ignorant puis que tu n'as rien compris. Je préfère me concentrer sur, par exemple, les Lane Hudson, les demi-doff qui vont à la patinoire locale. Ça fait partie des activités de la Fondation du Canadien de Montréal. Ils ont plein de patinoires à travers la ville et à d'autres endroits et qui vont, le jour après un match ou 2 jours après, jouer avec les gens. Et d'ailleurs, quand je présentais ma stratégie pour bâtir cette culture, bâtir cette marque du Canadien de Montréal, une des images que je montrais, c'est le Canadien. Il y avait 2 images. Une, c'est les Canadiens dans un autobus, la STM, qui s'en vont à l'entraînement. Ils sont tous habillés dans leur hockey. Fait qu'ils partaient de la salle, ils s'habillaient dans leur uniforme, puis ils étaient amenés quelque part. Et puis l'autre, c'était les joueurs qui font des tournois de balles l'été. Il y avait, dans l'ancien temps, une proximité aux joueurs. Tu sentais que tu étais en relation avec celui-ci.
Puis je vais même pas commencer à parler des francophones qu'il y a dans l'équipe. Dieu merci que M. Timmins n'est plus là, OK? Ouais. Je vais même pas parler de ça. Je veux juste dire qu'il y avait une proximité avec les Bob Gainey qui a appris à parler français en passant. Un gars qui vient du sud de l'Ontario qui s'est donné la peine de parler français, puis on va parler de Carey Price tantôt. On va revenir à ça. Mais, puis tu allais au Forum de Montréal, j'oublie jamais, je vous l'ai dit, j'habitais à côté du Forum. Les joueurs rentraient tous par la même porte. Il n'y avait pas un stationnement souterrain. Ils passaient par la porte. Tu voulais voir Guy Lafleur, tu voulais voir Larry Robinson, t'attendais à la porte, puis il était pour passer à un moment donné devant toi, puis tu allais pouvoir sentir que tu es en contact avec ton héros. Tu voulais voir Yvon Lambert, tu allais à la taverne. C'est lui qui gérait la taverne, Colin Debin. Puis il y avait souvent des anciens joueurs qui étaient là. C'était pas compliqué. Mais là, tu peux aller au Fly Gin. Tu vois, comme jeudi soir dernier, après le match Canadien-Panthers, il y avait et les joueurs des Canadiens et les joueurs des Panthers. Une autre sorte d'activité à laquelle je ne me suis jamais intéressé. Mais quand on est allé au Centre Bell, le stationnement souterrain, je ne suis pas une critique, mais stationnement souterrain, les baies vitrées maintenant qui protègent tout le tour de la glace. Mais je comprends, c'est pour la sécurité des gens. On ne veut pas que personne se fasse frapper par une rondelle, puis qui, tu sais, je veux dire, c'est fatal potentiellement. Mais il y avait quand même une proximité qui a été perdue. Les tournois, les gars ne jouent plus à la balle l'été, ils ne vont plus dans les tournois de balle. L'été, c'est beaucoup plus difficile rentrer en contact avec un joueur. Là, ils habitent la plupart, sauf quelques-uns qu'on voit là, dans le Vieux-Port, whatever, sur la rive sud, pas loin du 10-30, pas loin de l'entraînement. Cette proximité avait été perdue. Alors moi, mon objectif, c'était de rebâtir cette connexion avec le vrai partisan. Et je parle sans cesse. Alors, toute la stratégie qu'on a faite pendant des années, OK, le slogan, c'était « Unissons les fidèles ». Pas le slogan de l'équipe. Le slogan de l'équipe, c'était le club du hockey, puis ça, on peut en parler aussi. Mais notre campagne s'appelait « Unissons les fidèles » parce qu'on voulait parler à ces partisans-là. J'oublierai jamais... je suis rentré, une de mes premières présentations au comité exécutif du Canadien de Montréal. On m'a posé la question « Are you out of your fucking mind? » Parce que j'ai dit au comité exécutif du Canadien, j'ai dit « You guys don't even know who you're competing with. » J'ai dit « You're not competing with the Toronto Maple Leafs. You're not competing with the Ottawa Senators. You're not competing with the Boston Bruins. » Là, ils m'ont dit « Are you out of your fucking mind? » J'ai dit « I might be crazy, but I'm not stupid. You're competing with the New York Yankees. You're competing with Manchester United. » J'ai dit, « And you don't understand your own fan. » Vous ne comprenez pas votre propre partisan. Le comportement du partisan du Canadien de Montréal, qui sont les partisans de hockey les plus connaisseurs sur la planète, OK? Ils se comportent comme propriétaires. Ils se disent, ça, c'est mon club. Tu l'as dit tantôt, ils parlent de mon joueur, mon trio. Au lieu de se battre contre cette réalité-là, nous, ce qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a embrassé. Ça, c'est un anglicisme. On s'est servi de cette... On a dit, tu veux te comporter comme un propriétaire? Fantastique. Prouve-le. Prouve-le. Alors, c'est là qu'on a créé... Kevin Gilmore, il m'a rentré, moi, pour m'occuper du storytelling et de la marque et de cette culture-là. Mais il a fait rentrer un autre gars qui était un expert dans les programmes de loyauté. Puis c'est là que le Club 1909 est né, a vu jour. C'est un gars qui venait des... les clubs de loyauté, là, tu rentres à la pharmacie puis tu achètes les clubs, whatever, ça. Là. Ben, il a rentré ce gars-là, OK, qui était un expert là-dedans, qui lui-même a pensé au nom Club 1909. Puis après ça, on s'est dit, comment on fait pour répandre ça sur la planète? Je dis, on a plein de partisans qui disent, c'est mon club, c'est mon ci, c'est mon ça. Alors, on les a mis au défi. La campagne s'appelait Unissons les fidèles. Puis là, quand tu regardais 24CH, il y avait souvent en haut un code. Code 1909. Tu rentrais le code sur ton application qui était gratuite. C'était gratuit de faire partie. C'était gratuit de faire partie du Club 1909. Tu mettais le code, tu avais des points. Tu regardais le match, on mettait un code. Tu rentrais le code, tu avais des points. Tu faisais un tweet sur le club, tu mettais le code, tu avais des points. Tu montrais que tu es un de ces partisans qui se comportent comme c'est ton club à toi, puis on te donne des points. Mais après ça, avec les points, tu pouvais acheter des choses que les riches, avec l'argent, ne peuvent pas s'acheter. La seule façon d'acheter les choses uniques, c'était d'être membre du Club 1909 et d'accumuler des points de fidélité, puis montrer que tu l'es un des propriétaires de l'équipe. Par exemple, après les matchs, les noms des joueurs, on les a mis sur du velcro. Ouais.
Fait que là, tu sais, Carey Price gagnait le match et il met 2-0, puis c'était un jeu blanc, parfait, enlève, signe. Je sais pas moi, 10 000 points, 5 000 points, j'oublie pas, moi qui faisais les transactions. Tu pouvais avoir ça juste avec tes points de fidélité. Mais ça, il devrait le ramener parce que tu as vu, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, le Canadien fait une soirée casino avec les joueurs qui sont comme croupiers. Fait que moi, j'ai reçu un courriel vu que je suis détenteur de billets de saison, puis ça dit participer à l'événement de charité de casino pour les joueurs des Canadiens. Tu sais combien le billet? C'était genre 1000$ le billet. Ouais. Puis le plus cher, le package VIP, il était 1700. Puis j'ai reçu le courriel, j'ai cliqué. Je me suis dit, je vais réfléchir une journée à voir si je veux dépenser 1000$. Sold out. Mais ça, c'est la seule. Je veux dire, la dernière fois que j'ai été sur ton émission, OK, il y a des gens du Canadien qui me parlent plus. Ah non. Non, parce que j'ai dit des choses qui, selon moi, sont les vérités, qu'il y a des choses qui sont trop chères, que le hot dog est trop cher, qu'on oublie des fois ce fidèle partisan qui peut pas se permettre d'aller à un match. Il peut juste aller au match rouge-blanc en pré-saison parce que c'est 5 ou 10 ou 20 du billet. Et puis, que c'est une business, ce côté-là. Puis, je nie pas que c'est une business. On est en affaires. Les joueurs sont rémunérés. Il y a plein de choses qui ont des coûts. Mais tout ce que moi, j'essaie de dire, c'est qu'on ne peut jamais oublier qui est le partisan le plus fidèle, qui est celui qui est encore là quand tu perds 6-0 contre Détroit en troisième période. Il y a moins de gens en bas d'un rouge qui demeurent dans leur siège quand tu perds 6-0 au Centre Bell qui demeurent en haut. Ceux qui appellent après le match à radio pour parler de leur troisième trio, leur quatrième trio, c'est ces gens-là, moi, qui m'animent. C'est à ces gens-là à qui je voulais donner quelque chose, redonner, rentrer en relation. Ce que tu veux faire quand tu crées une culture, c'est sentir que tu as une relation avec ton meilleur partisan ou ton meilleur consommateur. Et oui, mais en même temps, à Montréal, tout se vend. Alors, il y a un argument pour faire de l'autre côté. Mais moi, je me voyais justement, je voyais ça comme une grosse partie de mon rôle. J'avais mon bureau juste à côté du bureau de Kevin Gilmore. Et puis, il y avait 3 choses dans mon bureau. Je m'étais dit, ça, c'est ta vocation, Justin. Je dis, il y avait la tête en bronze de René Le Cavalier. Puis, je me suis dit, ça doit être le discours, la hauteur de ton discours, parce que les gens qui n'ont pas eu la chance d'entendre René Le Cavalier raconter un match, c'est un poète. C'est le plus grand dans n'importe laquelle langue que j'ai entendu de ma vie. Moi, je suis un petit gars de la basse ville d'Ottawa, mais mon radio est en dessous de mon oreiller parce que ma mère me disait de me coucher puis d'arrêter. Puis je défiais maman, puis je mettais ça en dessous. Puis j'écoutais les matchs de René Le Cavalier. Alors, je me suis dit, ça, c'est la voix du club. Après ça, il y avait une photo de la Punchline et de Maurice Richard. Puis je me disais, je ne dois jamais oublier ces gars-là. Okay? Puis il y avait une photo de M. Dryden. Puis je me dis, je suis le défendeur de la marque. Je dois défendre la culture du Canadien de Montréal. Fait que tous les jours, c'est ce que je regardais quand je faisais mon travail, puis quand je poussais pour mes initiatives. Puis oui, je me suis fait poser la question des fois, « Are you out of your fucking mind? » Puis oui, il y a des fois, j'ai proposé des idées où on a carrément, on m'a ri dans la face. Puis je m'en fous. C'est ma job. Ma job, c'est pas de dire ce que tu veux entendre, c'est de dire ce que tu as besoin d'entendre. What you need to hear. Puis c'est garder cette relation-là avec ce partisan-là, pour moi, c'était la chose la plus importante. Fait que ceux qui disent ça sur Spit and Chicklets puis les autres, ben c'est triste. Ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Je veux qu'on s'avance 20 ans dans le futur. Je regarde le déficit d'attention, la façon dont on consomme le contenu, surtout les Gen Z et les Alpha, que les gens ont de la misère à écouter du contenu de plus de 30 secondes. Comment les équipes de sport vont faire pour qu'un jeune de 8 ans, que la première fois qu'il consomme un écran, c'est des jeux débiles sur YouTube, tu sais, les vidéos YouTube, là, les K-pop de ce monde, c'est intense. Est-ce que tu penses qu'il y a des équipes professionnelles qui pensent actuellement à se dire, notre futur fan de 8 ans, comment on va faire pour le garder actif à regarder une game pendant 3 heures de temps? Je pense pas qu'ils pensent à ça, les clubs professionnels. Je pense pas qu'ils ont la sophistication pour le faire. Puis je pense qu'ils sont dans le présent. Ils sont dans qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour vendre mes billets puis remplir mon édifice
Puis je pense que la Ligue se penche un peu plus sur ces questions-là. Je pense qu'il y a quand même des gens comme moi. Moi, j'étais très intéressé par la réalité virtuelle. Une des fois qu'on a ri de moi, j'ai dit on devrait éliminer une dizaine de billets de saison puis mettre une caméra pour la réalité virtuelle pour que quelqu'un qui est à la maison puisse regarder le match comme s'il était dans le centre Molson ou le centre Bell. Puis ça, it went nowhere. Ça, je pense que, tu sais, pourquoi ça passe pas? Parce que c'est les postes de télévision traditionnels. Tu sais, moi, j'y pense, là, Ouais. on est en 2026. Comment ça, on a encore un broadcast de la même manière Ouais. qu'en T'as 1980? raison. Tu sais, ils ont beau en installer des caméras dans le filet. Je me dis, ça n'a pas d'allure qu'on ne shoote pas la game d'une autre manière. Tu sais, je prends l'exemple. Moi, mon Insta-Habs, la raison du succès... J'adore les prises de vue. Tu as fait un truc l'autre jour, juste où tu as parlé de Lane Hudson derrière son but, et puis comment il fait une feinte, et tu as montré un petit détail qu'on ne voit pas à la télévision et que les commentateurs n'en parlent pas. Puis Ils ne parlent pas de cette subtilité-là. Puis tu vois, cette vidéo-là, je pense que j'ai fait genre 300 000 views. Puis je comprends pas encore pourquoi les networks n'ont pas évolué au niveau de l'utilisation de la caméra, mais de ce que tu me dis, ce que je comprends, Ben, ils n'ont c'est pas que... eu l'obligation encore. C'est ça, hein? OK? Eux, les gens qui prennent ces décisions-là, OK, sont des gens qui sont beaucoup plus dans la colonne de revenus, de vente, de commandites, de ce genre de choses-là. C'est la nature de leur travail. Ils ne sont pas évalués sur les sondages d'opinion. Est-ce que le partisan pense que le match pourrait être mieux diffusé? Non. Combien de gens ont regardé le match? Est-ce que le commanditaire va être heureux? Fait que ça fait partie du système. On doit l'accepter. On doit l'accepter, mais il doit y avoir des gens qui réfléchissent à comment on va faire. Mais où ils sont, ces gens-là, je ne suis pas sûr d'où ils sont. Parce qu'on en parle, on en voit plein d'innovations. Il y a plein de différentes façons. Tu sais, juste l'autre jour, je regardais la Premier League, puis RefCam. L'arbitre a une caméra sur lui, puis là, tu peux voir le point de vue de l'arbitre pendant un match du meilleur foot sur la planète. J'adore voir ce point de vue-là. Des fois, je serais curieux de voir tout un match de ce point de vue-là. Il y a déjà eu un film fait sur Zidane où il y avait juste 7 caméras sur Zidane. Il y a plein d'exemples où cette technologie-là existe, mais à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va forcer la main aux décideurs d'apporter ces changements-là? Mais ça, ce n'est pas des décisions qui sont faites par des émotifs créatifs ou des podcasters fans finis des vrais. C'est dans d'autres salles de meeting, dans d'autres discussions où il y a invariablement une discussion sur la business, le revenu, parce que c'est ce que c'est, hein, au fond, c'est une business. Je dis ça en même temps. Tu as montré une shot hier du propriétaire du Canadien de Montréal qui est assis, qui prend une bière, qui regarde le match. Tu n'as pas plus gros fan du Canadien que Jeff Molson. Il n'y a personne à Montréal qui veut plus remporter une coupe que ce dude-là. Ah ouais. Puis il fait les bons moves, là. Ben, il les a fait, tu sais, puis il a donné une chance à l'équipe qui était là précédemment. Tu sais, il stuck to his guns. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Là, ça a l'air que ça marche parce que remporter une Coupe Stanley en 2026, c'est pas la même chose qu'en 1976. On n'a pas les droits sur les premiers joueurs québécois au repêchage. Toute la Ligue a changé. Fait qu'il y a comme... C'est une période de 10 ans de planification. C'est un jeu d'échecs en 3 dimensions. Mais fait que oui, mais il y a aussi un autre chapeau qu'il doit garder sur sa tête. C'est le chapeau de businessman parce qu'il y a des investisseurs, il y a des associés. Eux veulent voir des profits. Fait que lui, il jongle. Il jongle des balles chaudes. Mais au corps, ce que je sais, j'ai regardé des matchs avec lui. Des fois, tu sais, à l'entracte, il réalise que la game va recommencer dans 20 secondes. Il dit I gotta get back to my seat. Il veut pas manquer une seconde. Ben, moi, je suis de même. Ben, les vrais fans, on est de même. Mais tu sais, tu parles de revenus, là, parce que, exemple, supposons, là, j'étais, on va dire, le directeur de création des sénateurs d'Ottawa. OK? Ouais. Puis moi, je dis aux sénateurs, si tu veux augmenter ta proximité avec tes fans, si tu veux faire de l'innovation et si tu veux augmenter tes revenus, là, moi, je me suis acheté les nouvelles Meta AI Glasses, qui, by the way, sont de la merde. Mais j'ai acheté 1000$ d'invidange, sont pas bonnes, mais le concept est quand même bon. Tu prends le gérant de l'équipement derrière le banc
d'une équipe de hockey, tu y mets des AI glasses, puis toute la game, il broadcast la game de son point de vue. Ça, tu peux diffuser ça en live. Tu peux le mettre sur ton application. Puis l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui vont payer 13$ par mois ou 19$ par mois pour checker la game de hockey de la perspective du gérant de l'équipement. Puis l'idée là, que je viens de te donner, là, elle coûte 1000$ à produire. Tu achètes une paire de lunettes où tu mets une caméra puis tu streams live. C'est une question beaucoup plus complexe que tu poses. Parce que, tu l'as dit toi-même, la technologie que tu as achetée à 1000$, elle ne vaut pas 1000$. Alors, la technologie n'a pas encore été prouvée que ça fonctionne. Ça, c'est un. Mais deux aussi, tu es en train d'amener de la technologie à des endroits au sein du club où on n'a pas eu accès encore. Fait que ça, c'est un tout autre processus avec l'association des joueurs, les coachs. Est-ce qu'ils veulent, je veux dire, on ne va pas se le cacher, là, M. Bergevin n'était pas un fan de 24CH. Ouais. Lui ne croyait pas que des caméras qui suivent les joueurs dans la salle entre les périodes, c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais répondre que c'est l'année qu'on s'est rendu en demi-finale, puis sans le sale coup de Chris Kreider, on se rend en finale, puis il y a des chances qu'on gagne la coupe. Alors, je ne suis pas d'accord. Quand tu mets la caméra dans le visage des jeunes, surtout des jeunes qui sont habitués à la technologie, les téléphones, il n'y a aucun problème. Mais là, tu rentres dans un débat philosophique avec une personne qui est dans une position de pouvoir qui, elle, ne souhaite pas voir ce genre de technologie-là. Et en plus, dans le hockey, tu parles de tous les sports majeurs en Amérique du Nord, celui qui est le plus conservateur, le plus branché sur son passé, sur les vieilles façons de penser. Alors, c'est pas juste une question de ça marche puis on peut le vendre. Il y a plein d'autres considérations. Puis je veux dire, c'est le genre de choses que tu proposes puis les gens vont rire de toi. Moi, j'ai déjà proposé de faire un match old school. Les gens en habits, tu invites les gens à s'habiller comme c'était en 1956, t'enlèves toute la pub de la patinoire, toute, blanc. Puis tu fais devant le banc du Canadien des petits collants gros de même, des commanditaires. Toutes les caméras vont aller filmer ces petits collants-là, puis ils vont avoir une attention qu'ils n'ont jamais eue. Mais quand j'ai proposé cette idée-là de faire un nouveau jersey, il y a des gens au sein du club qui ont littéralement ri de moi comme si j'étais un cave. Un match sur 41 à domicile où on ferait une chose de même pour tester. Alors, il y a faire vivre ce genre d'initiative, ce genre d'idée, ça prend... C'est une négociation à plusieurs niveaux. Puis après ça, je n'ai même pas parlé là, des détenteurs de droits. Tout ça, là, c'est... Je veux dire, les ententes qui se négocient avec les grandes ligues comme ça, c'est des ententes pour plusieurs années dans les milliards de dollars. Alors, est-ce qu'ils veulent mettre ça à risque parce que tu as eu un flash créatif? Ça, c'est l'envers de la médaille. Il y a des fois que je peux le comprendre pour protéger les avoirs que tu as là puis la business que tu as là. Mais en même temps, ils vont y arriver. Ils vont y arriver, mais les plus grands innovateurs ne sont pas au sein des clubs. Ils sont au sein des compagnies de technologie, puis ils poussent, crois-moi, ils poussent là, jusqu'au ce qui se passe avant les matchs, les présentations de joueurs. Il y en a plein là, d'entreprises technologiques qui poussent, qui essayent d'amener quelque chose de neuf. Mais la grande innovation ne se fait pas dans le sport professionnel autour du show. Elle se fait à d'autres endroits. Tu as parlé de Carey Price tantôt. Ouais. Parce que moi, je vais te parler de deux individus pour terminer. Ouais. Carey Price puis Georges Saint-Pierre. Oui. Carey Price, tu voulais raconter quelque chose sur Carey Price? J'ai quelque chose qui m'a déçu récemment, c'est j'ai vu une pub de Carey Price qui parlait français. Et il n'y a pas un journaliste à Montréal qui a dit un mot. Puis Carey Price a été ici pendant une décennie. On a mis en place une enseignante, professeure de français pour essayer d'enseigner aux joueurs le français, pour qu'ils puissent communiquer de base avec les partisans, comme le meilleur exemple, c'est Bob Gainey. Et puis, il n'y a personne qui n'a rien dit. Parce qu'il a appris assez de français pour pouvoir faire une pub pour Ford. Pour un chèque. Puis, il n'a pas pu, dans toutes ces années-ci, apprendre assez de français pour être en interaction avec les partisans. Puis ça m'a dérangé. Je voulais juste le dire.
C'est quelqu'un que j'ai admiré beaucoup pendant sa carrière. Il a eu une grande carrière. C'est un champion olympique. C'est un des grands gardiens. Puis il y a même des fois où je me suis dit, tu veux pas apprendre ça, c'est ton droit, c'est ton truc. Mais quand je l'ai vu le faire pour Ford, ça m'a heurté, ça m'a déçu. Je pense que tu es le premier qui dit ça, qui donne un commentaire là-dessus. Parce que quand il y a eu Nick Suzuki qui a fait son entrevue à TVA Sport, tout le monde s'est comme chialé pour dire c'est stagé. Puis j'étais comme, ben oui, c'est stagé, c'est normal. Là, Puis il l'a fait. Il l'a fait. Il s'est donné la peine. C'est le capitaine du Canadien de Montréal. Il a un devoir de pouvoir s'adresser et communiquer dans un français au moins de base avec le partisan du Canadien de Montréal. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a personne d'autre qui l'a dit. C'est là où j'ai souvent été critique des journalistes sportifs à Montréal. Puis ça, c'est une autre des raisons d'être critique des journalistes sportifs à Montréal. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur que le club va... C'est quoi l'histoire derrière ça? Vous parlez toujours d'un coach qui doit parler français. Mais là, tout d'un coup, la plus grande star l'a jamais fait. Puis là, tout d'un coup, elle l'a fait pour une pub, pour une compagnie. Ça m'a dérangé. Puis j'admire tellement Nick Suzuki de l'avoir fait. Puis si c'est la base, ben bravo. Bâti sur la base, mon gars, tu t'en vas dans la bonne direction. Mais pour répondre à ta question, là, pourquoi les gens ont peur de critiquer le Canadien, puis surtout Carey Price, là, comme moi, je l'ai vécu, là, c'est intense. Là. Moi, je me souviendrai tout le temps, là, quand la femme de Carey Price, là, elle a commencé à être fâchée contre moi sur Twitter, là, c'est intense. Là, quand les fans du Canadien décident de te blâmer que c'est Jean Trudel de 25 cette année qui est responsable, que le Canadien ne gagne pas, qu'il y a de la chicane dans le vestiaire, que les joueurs ne veulent pas venir jouer à Montréal, puis que you're the one parce que j'ai repris Moi, je vais dire quelque chose. Je regarde Lane Hudson, je regarde les Demidov, je regarde Texier. Ça, c'est des gars qui ont l'air d'être heureux à Montréal. Ouais. Oui, c'est un marché spécial. C'est le meilleur et le plus grand marché de hockey au monde. Alors, oui, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que tu serais mieux d'aller jouer à Columbus. Ouais. Où tu es moins populaire qu'un joueur de football de l'école secondaire de Columbus. Ben, vas-y là-bas si tu veux pas être ici. Parce que je vais dire quelque chose, puis c'est quasiment triste ce que je vais dire. Quand j'étais au party de la Coupe Stanley des Panthers de la Floride, j'étais au Club 11 avec mon meilleur chum. Puis dans le bar, il y a toute l'organisation des Panthers de la Floride. Puis moi puis mon chum, on est dans la banquette juste en arrière. Puis Club 11, c'est un club de danseuses. Puis pendant que je suis là, toute la soirée, il y a des filles qui viennent voir moi puis mon chum pour genre, ils veulent chiller avec nous autres, ou genre, ils veulent nous vendre des danses, ou ils veulent nous vendre des services. Moi, mon chum, on est comme, pourquoi vous venez parler à nous alors que tu as comme 30 athlètes professionnels? Puis les filles, ils s'en crissaient. Puis c'était quand même surprenant que de voir dans le nightclub, il n'y avait pas tant de gens que ça qui étaient contents que les gars des Panthers soient là. Tu voyais que les gars, ils recherchaient un peu plus d'attention. Je vais te contrer. C'est quand même wild. Une des meilleures pubs qui a jamais été faite dans l'histoire du Canadien de Montréal, puis c'est pas moi qui l'ai faite, c'était avant mon temps. C'est Molson Export. Puis c'était controversé dans le temps. Parce que c'est la situation et c'est un bar de danseuses à Montréal et la jeune dame est assise sur l'estrade, est à côté contre une pôle, puis elle se regarde les ongles parce que le bar est vide. Puis la manchette, c'est « Playoff time in Montreal ». Puis ça, j'ai apprécié ça. Parce que la chose la plus importante au Québec, c'est le hockey. Un joueur de troisième trio a plus d'attention médiatique que le ministre ou la ministre de l'Éducation. C'est pour ça que quand je reviens à mon point, je pense que jouer pour le Canadien de Montréal, tu as un devoir. Que tu sois un francophone qui vient du Québec, un Martin Saint-Louis, un whatever, ou un étranger, un Anglo, un Américain, un Russe, tu comprends que le Canadien de Montréal, la demande est un peu plus haute et à la base, c'est apprendre à dire bonjour, plaisir, merci, des choses de base. Que tu fais. Alors, ça, pour moi, c'est la chose, on revient à la chose la plus importante. Tu avais une question sur Georges Saint-Pierre aussi? Mais juste pour compléter, apprendre une couple de mots, là, n'importe quelle personne qui s'en va dans un pays où est-ce qu'on parle espagnol, là,
tous les Québécois sont Hola, capables ¿cómo de dire estás? Oh, me gusto, muchas gracias, Hey, qué placer. dos cervezas Cuídate. por favor. Si tous les Québécois... A genki desu ka? Oh, sugoi, arigato, genki desu. Watashi wa Justin. Ouais. Fait que, Hey, kak vejeviotse, minyazavu, Justin. fait que moi, je comprends pas pourquoi tous les joueurs du Canadien, quand ils n'ont pas fini leur entrevue d'après-match, ils peuvent juste dire « merci beaucoup ». Ben, tu vas Ou au juste Centre commencer. Bell, t'entends un gars dire bonjour. Puis le monde. La demande, la barre n'est pas On haute. est tellement bas, là. La barre n'est pas haute. Alors, encore une fois, moi, je vais me concentrer sur les gens qui méritent des félicitations. Puis ça, c'est les Lane Hudson, puis les Demi Duff, puis Nick Suzuki, qui démontrent un effort, une volonté de connecter avec le partisan. Puis c'est ça qui me donne de l'espoir. Ouais. OK, nice. Georges Saint-Pierre, tu as écrit un best-seller. Tu as écrit son livre. C'est quoi le... Qu'est-ce qui fait que Georges Saint-Pierre il est si spécial? Il y a plein de choses qui font que Georges Saint-Pierre est très spécial. Moi, j'ai toujours dit, du Québec, il y a eu Maurice Richard, Céline Dion, puis Georges Saint-Pierre. Ouais. J'aurais aimé ça être là pour M. Richard. Madame Dion n'a pas besoin de moi, puis elle n'a jamais eu besoin de moi. Mais j'ai la chance d'avoir été là et d'être là encore avec Georges Saint-Pierre. Mais dans la biographie qu'on a écrite ensemble, lui et moi, Le sens du combat, The Way of the Fight, parce que je l'ai écrite en anglais pour le marché américain, parce que la demande était aux États-Unis avant d'être au Canada. Ça, c'est une autre histoire pour un autre podcast. Mais la leçon la plus importante est le premier paragraphe du livre. Every single morning takes root the night before. In the calm, puis l'introduction du livre, c'est la description de la routine de Georges à tous les jours. Puis c'est ça la leçon des arts martiaux. C'est que tu ne deviens pas grand en pratiquant 1000 sortes de techniques une ou deux fois. Tu pratiques une technique 1000 fois jusqu'à temps que tu la maîtrises à tous les jours. Puis une fois que tu as maîtrisé une chose, là, tu t'attaques à la prochaine chose et tu le fais à tous les jours. Alors, l'excellence, la vraie excellence, OK? C'est une pratique quotidienne. C'est pour ça que Régent Tremblay, il y a eu des problèmes avec certaines des choses que j'ai faites. OK? Il l'a écrit très clairement. Mais quand il a lu notre livre que Georges et moi, on a fait, il a dit tous les jeunes Québécois et Québécoises devraient lire ce livre-là parce que c'est un guide sur comment inventer ta propre vie et découvrir ce qu'il y a de plus grand en toi. Alors, Georges, il a eu plein d'inspirations dans sa vie, mais ce qu'il n'a jamais oublié, puis je le vois, tu le vois avec des jeunes, je le vois des fois, tu vas au Tristar, puis tu vois un jeune qui dit « Hey, Georges, je me sens entraîné comme toi, puis j'ai fait des choses comme toi. » Puis il dit « C'est bon, mais là, il faut que tu commences à le faire comme toi. » Parce qu'il dit « Toi, tu n'es pas moi. Moi, je suis moi. Je suis fait comment moi, je suis fait. Toi, peut-être, tu vas être plus grand, peut-être, tu vas être plus petit, peut-être, tu vas être plus costaud, peut-être, tu vas être plus mince. Alors, découvre c'est quoi tes forces, tes aptitudes. » Ça, c'est une chose, c'est la première. Mais la deuxième, c'est répète à tous les jours. C'est ça qui fait la grande différence chez Georges. Tous les jours. J'ai fait une exposition de photos de Georges. Les photos de lui, c'est de lui et un prêtre, Guy. Salut, Guy. Et c'est au mois de mai, c'est le 1er mai, jour de mai qui fait beau, il fait 22, il fait gros soleil. Je rencontre Georges pour déjeuner. Et puis, je disais, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je m'en vais voir mon chum Guy, c'est un prêtre, il a une ceinture noire. Et puis, on s'en va dans le sous-sol de son église pratiquer nos katas. Là, pour les gens qui ne font pas du karaté, là, les katas, c'est essentiellement des chorégraphies de karaté que tu apprends quand tu as 10, 12 ans, 13 ans, quand tu commences pour apprendre les routines et les mouvements de karaté. Il est champion du monde. Il n'a pas besoin d'aller pratiquer ses katas. Avec un prêtre. Avec un prêtre qui est un bon chum, mais lui s'en va dans le sous-sol d'une église. Tu le vois sur les murs, c'est moisi, c'est malpropre. Puis le plus beau, la première fois qu'il fait beau dans l'année, il fait 22 à Montréal, 24 degrés Celsius. Lui s'en va faire ça pour continuer à bâtir à ses croissances. Une roue de vie qui tourne, puis à tous les jours, tu peux devenir un petit peu meilleur. C'est ça le grand secret de Georges Saint-Pierre. C'est jamais s'arrêter. C'est comme une fourmi, c'est comme une coquerelle. Il n'y a rien que tu peux faire qui va l'abattre, qui va l'arrêter. Il va toujours continuer vers son grand but, son objectif, mais son objectif est basé sur ses aptitudes. Puis ça apporte un réalisme à tes rêves. C'est avoir un rêve. Savoir rêver, c'est savoir inventer sa vie. Donc, c'est avoir
un objectif qui est logique pour toi. Pendant longtemps, je me suis dit, ça serait le fun de jouer pour le Canadien de Montréal. J'avais ce rêve-là quand j'étais jeune. Le problème, c'est apparemment qu'il faut que tu sois capable de patiner par en arrière pour jouer pour le Canadien de Montréal. Alors, c'est plus tard dans la vie que j'ai réalisé que je pourrais avoir un apport, une participation à ce club-là, mais ce serait une autre participation. Puis je pense que je l'ai fait. D'ailleurs, je vais finir avec ça. Je t'ai apporté la casquette par exprès. OK. Parce que je peux-tu prendre 2 minutes pour expliquer cette casquette-là? Tu peux prendre 2 minutes pour expliquer ta casquette. C'est la première chose que j'ai produite quand j'ai commencé à travailler avec Kevin Gilmore chez le Canadien de Montréal. Puis c'est après ma rencontre avec le comité exécutif, quand j'ai dit, vous savez même pas contre qui vous vous battez contre les Yankees. Je voulais qu'on voit plus grand que la Ligue nationale. On est l'attrait de Montréal et du Canada d'une certaine façon. Donc, cette casquette-ci, c'est une casquette New Era, mais elle est spéciale. C'est une casquette New Era fabriquée aux États-Unis. Il n'y a plus de casquettes qui se fabriquent aux États-Unis. Dans l'ancien temps, ça fait pas si longtemps que ça, il y avait une équipe de vieilles madames à Buffalo, New York, où sont les quartiers généraux de New Era, qui fabriquaient toutes les casquettes du Major League Baseball à la main, là, à Buffalo, New York. Et puis moi, j'ai dit qu'on devait se comparer, on devait se comporter comme les Yankees du Canada, comme les Manchester United. Alors, cette casquette-ci a été faite à la main par les petites madames à Buffalo, New York, comme celle des Yankees. C'est le même bleu que les Yankees, c'est le même bleu que les Yankees ici, c'est le même satin tissé blanc pour le Canadien, la même hauteur de lettres. Je voulais envoyer un signal. Je voulais que la culture du Canadien devienne, on est le plus grand club de hockey dans l'histoire du monde, on est avec les Yankees, les plus grands clubs. Alors, j'ai copié leur casquette. Puis on a fait faire, la première édition des casquettes était exclusivement pour les joueurs puis pour la haute direction. Fait que M. Molson, Kevin, j'en ai fait une pour moi parce que j'avais ce privilège-là. Mais c'était un peu ça, c'était mettre la barre, notre étoile du Nord, un peu plus haute que celle des autres. C'est ça, le club du hockey. On a changé une lettre. Le club de hockey est devenu le club du hockey. Comme ça, au Centre Bell, là, si on gagne le championnat de division, de conférence, il n'y a pas de drapeau qui monte. Ça monte quand on remporte, puis on lève la Coupe Stanley, puis qu'on descend, puis on prend la route habituelle. Puis ça s'en vient. Ouais. Parlant de bannière, je finis là-dessus, je connais ta réponse. Les gens qui disent qu'on devrait retirer le jersey de Carey Price, si le Canadien fait ça, Carey Price serait le premier numéro retiré qui n'a pas gagné de Coupe Stanley. Puis pour moi, je me dis qu'on parle de standard. Si le Canadien ouvre la porte à ça, j'ai quasiment l'impression que c'est un manque de respect envers tous les gars en haut qui ont leur jersey retiré. Ils ont tous minimum une coupe. Puis là, on va monter un gars au plafond qui n'en a pas gagné, mais parce que c'est Carey Price, on va faire une exception. C'est pas que je suis comme un hater de Carey Price, comme c'est un très bon gardien de but, mais pour retirer son jersey, son numéro, pas sûr. J'ai appelé une station de radio une fois dans ma vie. C'était l'émission de Mitch Melnick. Je suis un gros fan de Mitch. J'ai toujours aimé son show. J'ai travaillé sur son show, mais c'était le seul que j'écoutais même quand je ne travaillais pas sur son show. Puis c'est justement après l'année des Rangers. Puis je ne pouvais pas appeler comme moi parce que tout le monde aurait su. Fait que j'ai fait semblant d'être quelqu'un d'autre parce que le débat sur l'émission de Mitch ce jour-là, c'est « Should we hang a banner for the conference championship in the Bell Center? » Puis j'ai appelé, puis il y avait beaucoup de gens qui disaient « Yeah, great, we need something to cheer for, puis on a besoin de quelque chose. » Puis moi, j'ai appelé, puis j'ai dit « Absolutely. » J'ai changé ma voix un petit peu. J'ai jamais dit ça à personne. JT Utah. J'ai changé mon nom, j'ai changé, je sais pas, Frank ou quelque chose, puis j'ai changé un peu ma voix, pas qu'ils me reconnaissent, mais j'ai dit « Absolutely not, Joe. Out of the question. The only time that we raise a banner in this building is for a Stanley Cup. » Et je dois dire, mais je l'ai dit, hein, je dis, I'm the guy who tells you what you need to hear, not what you want to hear. À mon avis, Carey Price a eu une grande carrière de hockeyeur. Je l'ai mentionné tantôt, c'est un champion olympique, mais il y a un critère pour monter dans l'histoire. Et je vais dire une chose, ce qui manque au Centre Bell, c'est les fantômes. Puis la dernière chose que tu as besoin, c'est d'offusquer les fantômes. Alors, ma réponse à moi là-dessus, c'est qu'il y a plein de façons de rendre hommage aux gens, mais c'en est un, celui-là réservé
pour ceux qui nous soulèvent cette coupe. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Justin, un gros merci d'être venu. Ben, tu as merci repoussé un meeting avec Georges Saint-Pierre pour venir t'asseoir avec moi aujourd'hui. Vraiment apprécié. Pour tous les gens qui nous écoutent, les auditeurs qui ont écouté tout le podcast, j'ai recommencé une chaîne YouTube à zéro, un compte Spotify à zéro. Tous les réseaux sociaux sont à zéro. Même si vous cherchez sur YouTube et vous tapez Stanley 25, vous allez sûrement tomber sur le vieux compte 9 millions. Le nouveau branding de 25 Stanley, il est blanc et noir. Fait que merci de vous réabonner. La meilleure chose que vous pouvez faire là, pour support le podcast en ce moment, c'est vous abonner au nouveau channel YouTube qui s'appelle Stanley 25. Le logo, il est blanc et noir, puis il y a juste une vidéo ou 2 vidéos. Même chose sur Spotify, laissez un 5-star review. C'est vraiment apprécié. Puis je vous souhaite une excellente semaine. Merci, Jean. Merci, Justin.